Le député de Nanaimo, Ladysmith. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-12 au nom des membres du Parti vert partout au Canada et des commettants de Nanaimo, Ladysmith sur un territoire non cédé de certaines Premières Nations. Je souhaite remercier les électeurs de Nanaimo, Ladysmith de m'avoir fait confiance. Les gens de ma circonscription voient les répercussions du changement climatique et sont très inquiets de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Je suis née et j'ai grandi sur l'île de Vancouver et j'ai vu ces répercussions moi aussi. Je vois les changements à notre écosystème local, la sécheresse qui dure jusqu'à l'hiver, les arbres de plus de 100 ans qui meurent de manque d'eau, l'eau, le mois d'août dans le sud de la Colombie-Britannique est marqué par la fumée provenant des feux de forêt de la province. Je ne me rappelle pas de ne pas avoir pu sortir de chez moi à cause de la fumée quand j'étais jeune, à part l'année qu'il y a eu l'explosion du mont Sainte-Hélène. Le climat est en train de changer et nous ne faisons pas assez pour atténuer ses effets. En juin 2019, cette Chambre a voté pour dire que nous étions dans une urgence climatique. 18 mois plus tard, le gouvernement a déposé le projet de loi C-12, un projet de loi tellement vide qu'il semble être une tentative de tromper le public canadien et de le faire croire que des vraies mesures allaient être prises en ce qui concerne la crise climatique. Où est la reddition de comptes dans ce projet de loi? Une série de rapports pour montrer le rapport envers des cibles ou le manque de progrès? Et puis ensuite, si l'électorat n'aime pas le progrès qui est fait ou le manque de progrès, eh bien, il peut voter pour expulser le gouvernement. Comme Greta Thunberg l'a dit, la carboneutralité avant 2050, c'est le fait de se rendre. Sans des cibles plus rigoureuses, nous abandonnons nos enfants et nos petits-enfants à un monde qui serait invivable. Le député de Saanich Gulf Island a proposé de connecter le ministre avec quelqu'un du Centre pour le changement climatique à l'Université de Victoria pour faire en sorte que le projet de loi serait vrai et important comme celui du Royaume-Uni. Elle a proposé de le connecter avec James Shaw de la Nouvelle-Zélande qui a mis en œuvre une série de plans compréhensifs pour lutter contre de plans exhaustifs pour lutter contre le changement climatique. Elle a suggéré des scientifiques qui pourraient témoigner devant le comité. Le ministre ne voulait pas entendre ses conseils. L'organe consultatif a été nommé avant que ce projet de loi soit présenté en comité. Et pourquoi? Peut-être parce que l'organe consultatif est une des grandes faiblesses de ce projet de loi. Ce devrait être un comité d'experts sur le climat, mais ce n'est pas le cas. Le projet de loi C-12 a mal été géré. Il a été présenté en novembre. Il a langui jusqu'en mars. Et puis ensuite, on a fait le débat seulement en mai. La rétroaction d'experts a été fournie à des députés après, une fois qu'il était trop tard pour avoir des modifications. Le processus est devenu une moquerie. Il n'y a pas eu de consultation de scientifiques. Aucun témoin autochtone n'a été entendu. Combien de fois est-ce que les libéraux peuvent dire qu'on n'a pas eu le temps de consulter les Autochtones et dire en même temps que C-12 respecte la Déclaration sur les droits des peuples autochtones? Ça manque la décision qui a été ratifiée dans l'accord de Paris. Tous les experts sont d'accord que 2030, c'est trop tard. La modification du NPD et des libéraux pour 2026 en tant qu'étape intérimaire, ce n'est pas un jalon. Ça ne fait que fournir une fenêtre pour examiner le progrès ou le manque de progrès. Pourquoi est-ce que le gouvernement a rejeté la modification disant que les plans devaient être basés sur les meilleures données scientifiques disponibles? Les libéraux au NPD voulaient tellement bloquer les modifications des partis verts qu'ils ont même rejeté une modification qui portait le même langage qu'une des leurs. Et donc, leur propre modification a été rejetée après une perte de temps d'une heure pour avoir une solution qui permettait de remettre ce libellé dans le projet de loi. Ils ont dit que le ministre doit établir chaque cible au moins 9 ans, 366 jours avant l'année jalon à laquelle il fait référence, et non pas les 10 ans que nous avons proposés, mais 10 ans plus un jour. Et cet incident n'est qu'un exemple de cette partisanerie à son pire. Les libéraux veulent blâmer les Verts pour ralentir le projet de loi, mais soyons clairs, les retards ont été causés par le calendrier établi par les libéraux. À la fin de la session, comme elle s'approchait, la députée de Saanich Gulf Island a demandé à ce que 9 de ces modifications soient retirées pour aider le comité à faire l'étude article par article. Et les conservateurs ont fait la même chose parce qu'on savait qu'on allait voter contre de toute façon. Les Verts ont mis l'environnement au premier plan. Les libéraux et le NPD ne l'ont pas fait.
Cette loi ne tiendra pas ce gouvernement responsable de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ni le prochain gouvernement, ni celui d'après. La soi-disant responsabilité n'est pas différente de celle qui existe aujourd'hui. Et c'est que si le gouvernement n'aime pas les gestes de ce gouvernement, ils peuvent refuser de voter pour ce gouvernement à la prochaine élection. L'urgence climatique demande une responsabilité durable qui n'est pas assujettis aux volontés politiques. On doit s'inspirer de ce qui a été fait au Royaume-Uni avec les budgets qui obligent les gouvernements futurs à s'en tenir aux cibles de réduction des gaz à effet de serre. Le Royaume-Uni a réduit les émissions de 42 par rapport au niveau de 1990. Les 27 pays de l'Union européenne ont réduit leurs émissions de 25 depuis 1990. Et c'est honteux que les niveaux d'émissions du Canada sont en fait 20 plus élevés qu'ils étaient en 1990. Le Canada n'atteint pas les cibles de toutes les ententes qu'il a signées. Il devait réduire ses émissions de 17 selon ce que le gouvernement Harper a établi en 2009, et bien qu'il a fait que les provinces et les territoires ont fait de vraies tentatives d'atteindre ces objectifs, mais l'industrie pétrolière a tellement fait augmenter les émissions que ces efforts étaient en vain. Les priorités de ce gouvernement démontrent qu'il n'est pas assez sérieux concernant la menace existentielle du changement climatique. Le gouvernement dépense 17 millions de dollars sur l'oléoduc Trans Mountain. Trans Mountain, ce n'est pas seulement un perdant sur le changement climatique, c'est aussi un perdant sur le plan financier. Selon le bureau du directeur budgétaire, la seule façon de ne pas avoir de pertes, c'est si le gouvernement abandonne les mesures climatiques et augmente la production de sable bitumineux. L'idée en Alberta était de faire plafonner les émissions à un niveau si élevé qu'il représente une augmentation de 40 d'après les niveaux de 2014. Il propose d'augmenter la fracturation pour fournir 6 milliards en subventions à des multinationales. Et en plus de ça, le gouvernement de la Colombie-Britannique permet la capture de carbone dans des vieilles forêts. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral ne peut pas faire en sorte que les provinces travaillent ensemble pour répondre à nos objectifs internationaux en ce qui concerne le climat? Et pourquoi est-ce qu'on devrait croire que le projet de loi C-12 va changer quoi que ce soit? Ce n'est que certaines des raisons pour lesquelles le Canada a besoin d'une loi sur le carbone. Nous devons sortir les politiques des mesures climatiques et suivre les données scientifiques. Nous avons besoin d'une transition juste pour les travailleurs et de mettre fin à toutes les subventions pour le secteur pétrolier. Le vrai obstacle, ce n'est pas ceux qui dénient le changement climatique, c'est les politiciens qui reconnaissent la science mais n'ont pas le courage d'aller de l'avant. C-12 ne répond pas au défi qui est devant nous. Il fournit un faux sens de sécurité et repousse les mesures nécessaires d'une dizaine d'années. C'est non seulement irresponsable, c'est immoral. Madame la Présidente, toute civilisation dans l'histoire qui est venue devant nous, avant nous, s'est effondrée. L'histoire nous dit que juste avant la période de déclin, les gens croyaient que tout se passait bien. Les déclins historiques ont été isolés à certaines régions. Quand l'Empire romain s'est effondré, ça n'a eu aucun impact aux gens de l'île Tortue ou du sud de l'Afrique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons une civilisation mondiale intégrée. Et c'est la première fois dans l'histoire que les menaces climatiques pourraient détruire la planète. L'humanité fait face à quelque chose qui est sans précédent. Nous pourrions perdre la capacité de survivre sur notre propre planète. Le prochain effondrement pourrait être le dernier. D'accepter cette menace et de l'aborder exige un changement. La magnitude de l'urgence climatique et de la crise de biodiversité exige que nous soyons plus matures, que nous choisissons de penser à long terme, de collaborer et de s'engager envers notre avantage mutuel. Ce n'est pas une idée radicale. C'est une façon d'exister en harmonie avec notre environnement qui est à la fondation des cultures autochtones depuis la nuit des temps. Moins que cela, c'est de s'engager à mettre fin à notre propre civilisation. Les jeunes partout dans le pays veulent voir plus de nous. Eux, nos enfants et nos petits-enfants méritent beaucoup mieux que ce projet de loi faible. Je vais voter en faveur de ce projet de loi parce que c'est mieux que rien, mais nous avons mis la barre très basse, Madame la Présidente. Mieux que rien. Merci. Questions et commentaires?
Le député de Colchester. Est-ce que c'est Colchester? Cumberland, Colchester. La députée. Merci à mon honorable collègue. Je suis d'accord. Nous sommes en pleine crise existentielle concernant le changement climatique. Partout dans le monde, je viens d'Australie, je suis australienne d'origine. J'ai vu tout ce qui s'est passé l'année dernière quant au feu. Et certains des membres de ma famille s'en sont sortis tout juste. Donc, nous avons des leaders qui continuent à dire, eh bien, continuons à creuser forêts et à nier que le changement climatique existe, même si nous avons des feux de forêt, des inondations. Qu'est-ce que l'on devrait dire pour que le gouvernement agisse? Merci pour mon honorable collègue pour sa question. Nous avons vu des traités internationaux en matière de commerce international. On devrait faire la même chose pour le climat. Il y a eu l'accord de Montréal pour la couche d'ozone. Mais on avait là un accord international qui était robuste, qui avait des dents, en quelque sorte. Et ce n'est pas le cas ici. En fait, on a montré que tout pays pouvait ne pas y adhérer. Nous devrions adhérer et respecter les engagements que l'on a pris à l'international. Voilà ce qui doit avoir lieu. Questions et commentaires, le député plutôt de Okanagan Centre, Nicolas. Merci, Madame la Présidente. Je viens de Colombie-Britannique également, donc j'apprécie l'intervention du député. J'ai une question à lui poser. Le projet de loi qui a été amendé, il y avait un article qui a été déposé ou proposé par le NPD qui utilisait le terme indépendant par rapport à l'organisme consultatif pour que cet organisme soit indépendant. Est-ce que c'est bien le cas? Deuxièmement, le ministre, ce soir, a dit qu'il y avait un jalon pour 2025-2026 d'inclus dans le projet de loi grâce à la collaboration entre les libéraux et le NPD. Mais en fait, j'ai compris que c'était une évaluation des cibles provisoires. Donc, est-ce que l'honorable député pourrait nous dire si ces mesures-là viennent renforcer le projet de loi du point de vue du Parti vert? Le député de Nanaimo, Ladysmith. Merci à l'honorable député pour sa question. Par rapport à l'organisme consultatif, il devrait être composé de scientifiques. Nous devons écouter les scientifiques. Voilà les faits. Ils doivent être entièrement indépendants du gouvernement, du ministre, et le gouvernement devrait écouter et adhérer à leurs conseils. Ce n'est pas la manière dont les choses sont faites dans ce projet de loi. Par rapport au jalon, ce n'est pas une cible. Ça ne nous donne pas une cible que nous essayons d'atteindre. Et ce n'est pas ce qu'il y avait dans l'accord de Paris. On a dit qu'il devait y avoir une cible en 2025. En fait, c'est un rapport de progrès pour savoir si on va atteindre la cible ou pas. Et c'est inacceptable. Le député de Avignon, la métisse Matane Matapédia. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours. Et c'était triste de voir à quel point la députée de Saanich Gulf Islands a travaillé fort au comité environnement et ne pouvait même pas voter sur ses propres amendements. Plus souvent qu'autrement, le Bloc québécois était le seul à voter en faveur des amendements du Parti vert parce qu'ils auraient vraiment contribué à améliorer le projet de loi. Et considérant le fait que le Canada n'a jamais atteint ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, qu'il n'y en a même pas dans ce projet de loi-ci, est-ce que le député pense qu'on va réussir, grâce à ces 12 ou avec ces 12, à enfin atteindre nos cibles? Merci. A brief answer. Une réponse rapide, s'il vous plaît, du député de Nanaimo, Ladysmith. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie la question de mon honorable collègue. Il était, je pense, extrêmement irrespectueux et très triste, oui, de voir que la députée de Saanich Gulf Island a été la manière dont elle a été traitée. Vous avez une personne là qui a dédié
des décennies de sa vie à cette cause. Elle est allée à 13, voire 14 COP, conférences des partis, et je pense qu'elle connaît bien plus de choses en matière de climat que tous les autres députés dans cette Chambre. Et elle n'a pas été respectée. Ses connaissances n'ont pas été respectées par ce gouvernement ni par le processus du comité. Malheureusement, votre temps de parole est écoulé.